Dans une nuit sans lune, quelque part entre les collines sèches du Sahel, un cortège de soldats avance lentement, éclairé par les flammes d'un village en ruine. Au centre, un homme marche sans détourner le regard, comme si le chaos autour de lui confirmait seulement ce qu'il sait déjà. Le monde tel qu'il était ne reviendra plus. Cet homme, c'est Ibrahim Traoré, un nom que les recherches Ibrahim Traoré Burkina Faso n'ont cessé de propulser au cœur des débats mondiaux. Mais une question frappe aussitôt l'esprit. Comment un pays parmi les plus pauvres du monde a-t-il pu devenir le théâtre d'une révolution politique capable de troubler chancelleries, analystes et institutions internationales? Dans les fragments de Ibrahim Traoré Interview disséminés sur Internet, on devine une tension plus profonde, une fêlure entre un peuple qui refuse l'effondrement et un système global qui ne sait plus comment réagir. Et déjà, le motif central apparaît. Un homme seul face à un ordre fatigué, un peuple déterminé, un horizon qui se déchire. Motif qui reviendra sous différentes formes tout au long de ce récit. Si cette histoire mérite d'être écoutée jusqu'au dernier mot, c'est parce qu'elle n'appartient pas seulement au Burkina Faso. Elle concerne chaque société confrontée à l'effondrement, chaque peuple qui se demande jusqu'où il peut aller pour reconquérir son destin. Dans un pays où plus de 2 millions de personnes ont dû abandonner leur maison, où des régions entières sont devenues inaccessibles, chaque décision politique affecte la vie quotidienne. Manger, fuir, survivre. Pour les citoyens ordinaires, les Burkina Faso News ne sont pas de simples titres, mais le reflet direct de la fragilité de leur monde. Pourtant, la portée dépasse le Sahel. Les puissances régionales y voient un précédent inquiétant. Certaines nations émergentes y voient une opportunité géopolitique. Les mouvements idéologiques y lisent la preuve qu'un État minuscule peut défier les équilibres traditionnels. Un micro-houk s'impose. Très peu savent que dans les mois précédant l'ascension de Traoré, plusieurs rapports internes prévoyaient l'effondrement total de l'État. Un détail étouffé mais essentiel. Et pourtant, au lieu de disparaître, le pays a changé de trajectoire. Mais pour comprendre ce retournement improbable, il faut remonter à la structure même du système que Traoré a décidé de briser. Car tout commence bien avant lui, dans un ordre ancien qui s'est fissuré sans que personne ne le voie. Avant que le nom d'Ibrahim Traoré ne devienne un point chaud dans les recherches Ibrahim Traoré Burkina Faso, le pays vivait dans un équilibre artificiel, soutenu davantage par l'inertie internationale que par sa propre stabilité. 3 piliers définissaient cet ordre ancien. Politique d'abord, une succession de gouvernements affaiblis, des transitions interminables et un appareil d'État qui ne contrôlait plus que les grandes villes, pendant que des zones rurales entières basculaient sous influence armée. Économie, ensuite. Un modèle presque entièrement dépendant de l'extérieur, avec un PIB d'environ 22 milliards de dollars et un secteur aurifère qui représentait près de 75% des exportations. Une richesse qui profitait rarement à la population. Sécurité enfin. Une armée insuffisamment équipée, surchargée, appuyée par des contingents étrangers, mais incapable d'endiguer des attaques toujours plus fréquentes. Sur les cartes internes, le territoire ressemblait à une peau léopard. Zone contrôlée, zone disputée, zone perdue. Dans les Burkina Faso News de l'époque, les schémas se répétaient. Embuscades, villages vidés, sanctions régionales, conférences diplomatiques sans résultat. Une image récurrente hantait alors les rapports. Des forces de sécurité avançant sur des routes désertes, entourées d'un silence hostile.
comme si le pays glissait lentement vers une dissolution programmée. Puis, au milieu de cette architecture fatiguée, une nouvelle génération d'officiers commence à murmurer qu'un choc est inévitable. Et c'est précisément à ce moment de fragilité extrême qu'un nom s'impose dans les casernes, presque comme un dernier recours. Mini cliffhanger. Et lorsque tout semblait voué à s'effondrer, ils se sont tournés vers Traoré. Au moment où Ibrahim Traoré émerge réellement comme centre de gravité du Burkina Faso, deux routes radicalement différentes se dressent devant lui, comme deux destins possibles pour un même peuple. La première est celle de la continuité prudente. Rester à l'intérieur du cadre tracé par les institutions internationales, accepter les programmes d'ajustement, les conditionnalités, les recommandations technocratiques, maintenir un système bancaire classique fondé sur les intérêts et la dette au nom de la modernité, conserver des programmes scolaires hérités de la période coloniale qui forment des diplômés à intégrer des structures extérieures plutôt qu'à transformer leur propre pays, continuer de s'appuyer sur des forces étrangères pour assurer une sécurité minimale. Sur ce chemin, Ibrahim Traoré Burkina Faso devient un dirigeant fréquentable, invité au sommet, salué pour sa modération, mais constamment tenu en laisse par la menace de sanctions, de coupures d'aide ou d'isolement diplomatique. La seconde route est plus abrupte, plus dangereuse, mais plus exaltante pour une partie de la population. C'est celle d'une rupture assumée, où le pouvoir se redéfinit autour d'un triptyque souveraineté politique, réorganisation économique profonde et récit spirituel mobilisateur. Dans cette projection, que l'on retrouve en filigrane dans certains Ibrahim Traoré interviews, le pays s'attaque frontalement à la logique de la dette et de l'usure, réoriente ses ressources naturelles vers des circuits présentés comme plus justes, refonde son école pour qu'elle produise des esprits fiers de leur identité africaine et croyante, et transforme l'armée en institution à la fois militaire et idéologique. Une phrase résume ce tournant. Nous ne voulons plus de dirigeants qui gèrent de la survie. Nous voulons des dirigeants qui osent réécrire les règles. Sur ce chemin-là, chaque décision coupe un peu plus les anciens ponts. Retrait progressif des forces extérieures, dénonciation des ingérences, construction de nouvelles alliances avec des puissances alternatives, prêtes à ignorer les critiques occidentales en échange d'un accès privilégié aux ressources et à l'influence régionale. Mais cette route a un prix. Plus elle est empruntée, plus le pays s'expose aux représailles économiques, aux campagnes de dénigrement, aux risques d'isolement. Et c'est précisément à ce carrefour, alors que l'équilibre semble impossible à tenir, qu'apparaît en coulisses une offre venue de l'extérieur, portée par des acteurs qui voient dans le Burkina Faso un terrain idéal pour tester un nouveau modèle d'alliance. Micro-hook, une proposition suffisamment puissante pour changer non seulement le destin de Traoré, mais la place même du pays dans l'histoire du Sahel. Le premier acte commence dans un climat électrique, presque irréel. À Ouagadougou, alors que les sirènes retentissent au loin et que les habitants restent cloîtrés dans leurs maisons, un groupe d'officiers avance vers les bâtiments officiels. Parmi eux, Ibrahim Traoré, jeune capitaine de 34 ans, silhouette droite, visage fermé, comme détaché du tumulte extérieur. Quelques heures plus tard, devant les caméras, il annonce la destitution du pouvoir en place. Les recherches Ibrahim Traoré Burkina Faso explosent sur Internet. Qui est cet homme qui vient de renverser un régime déjà issu d'un putsch précédent? Le cliffhanger du premier acte tient en une seule question.
peut-il vraiment stabiliser un pays que même les partenaires internationaux considéraient en voie de désintégration? Dès ses premières déclarations, il promet une reconquête totale du territoire, un retour de l'État dans les zones abandonnées et une refonte de la chaîne de commandement militaire. Mais derrière la détermination, une réalité brutale demeure. L'armée est épuisée, divisée, parfois démoralisée, et les groupes armés gagnent du terrain. Pourtant, en quelques semaines seulement, le second acte s'enclenche avec une audace qui surprend le monde entier. Traoré exige officiellement le départ des forces françaises stationnées au Burkina Faso, mettant fin à près d'une décennie de coopération sécuritaire. Les Burkina Faso News du jour parlent d'un tournant historique, certains y voient une libération, d'autres un vide stratégique dangereux. Dans ses interventions publiques, notamment dans plusieurs extraits repris comme Ibrahim Traoré Interview, il accuse l'aide occidentale de n'avoir jamais apporté la sécurité promise. L'armée commence alors un repositionnement interne, création de nouvelles unités, réorganisation des forces de défense et de sécurité, mobilisation de volontaires issus de la population civile. Sur les images, on voit de jeunes recrues alignés sous un soleil de plomb, répétant des serments de protection du territoire. Mais un nouveau mouvement discret, presque souterrain, attire l'attention des observateurs étrangers. L'arrivée progressive de conseillers et de partenaires militaires non occidentaux. Les cargaisons d'armes proviennent d'autres horizons. Les programmes de formation changent de langue et de doctrine. À mesure que le pays s'éloigne de ses anciens alliés, un nouveau réseau d'influence s'installe. Et derrière les discours officiels, une rumeur persiste. L'existence d'accords non publiés, touchant à la sécurité, aux ressources minières et à l'assistance technique. Hautes autorités et diplomates en parlent à voix basse, sans preuve formelle. Mais si ces documents existent, alors le basculement du Burkina Faso n'est pas seulement idéologique. Il serait stratégique, coordonné et pensé bien en amont. La fin du deuxième acte laisse ainsi une question brûlante. Qui soutient réellement Traoré dans cette rupture spectaculaire? Le troisième moment de cette trajectoire commence lorsque le pays entre dans une zone de turbulence maximale, comme si tous les fronts s'enflammaient en même temps. Les rapports internes évoquent une hausse spectaculaire des attaques, des villages encerclés, des axes routiers devenus impraticables, des milliers de familles déracinées, tandis qu'au sommet de l'État, les rumeurs de complots et de tentatives de putsch se multiplient. Le Burkina Faso semble pris dans un étau. D'un côté, les groupes armés imposent leurs lois dans une partie du territoire. De l'autre, les organisations régionales brandissent menaces de sanctions, suspensions et isolement. Micro-hook. C'est précisément dans ce moment de suffocation que le pouvoir choisit d'accélérer au lieu de freiner. Le discours officiel martèle que la survie de la nation exige un resserrement total du lien entre l'armée, le pouvoir politique et la population. Des campagnes massives de recrutement de volontaires de défense sont lancées. Des images montrent des jeunes, des paysans, parfois des fonctionnaires, en treillis improvisés, recevant des armes rudimentaires, tandis que les officiers leur parlent de patrie, d'honneur et de foi. La guerre ne se déroule plus seulement sur les lignes de front, mais dans les esprits. Dans certains cercles, l'armée est dépeinte comme une communauté de combattants investis d'une mission presque sacrée. Cette tonalité, qui transparaît parfois discrètement en arrière-plan de ce que les médias qualifient de
Ibrahim Traoré Interview inquiète autant qu'elle mobilise. Pour les uns, c'est une source de courage. Pour les autres, c'est le signe d'une militarisation idéologique lourde de danger pour l'avenir. Le quatrième moment, lui, prend la forme d'une rupture institutionnelle sans précédent. À mesure que le fossé se creuse avec les partenaires régionaux, le Burkina Faso annonce son retrait de la CEDEAO aux côtés du Mali et du Niger, et la création d'un nouveau bloc, l'Alliance des États du Sahel, qui se présente comme une alternative à l'ordre régional existant. Les Burkina Faso News parlent alors d'un séisme politique. 3 pays fragiles définissent la structure qui était censée garantir stabilité et intégration. Micro-hook. Cette décision n'est pas seulement technique, elle redessine la carte mentale du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Sur le plan narratif, le pouvoir présente ce départ comme un acte de dignité, une libération vis-à-vis de sanctions jugées illégitimes. Sur le plan géopolitique, il signale aux grandes puissances que le jeu a changé, que de nouveaux partenaires, prêts à offrir soutien militaire, investissement et couverture diplomatique, sont désormais au cœur de la stratégie. Dans ce contexte, chaque apparition publique d'Ibrahim Traoré, chaque mention de Ibrahim Traoré Burkina Faso dans les analyses internationales prend une dimension symbolique. Pour certains, il incarne la possibilité d'un modèle alternatif. Pour d'autres, il concentre tous les risques d'un pari extrême sur la souveraineté dans un pays dont les capacités matérielles restent limitées. Et, en arrière-fond, une interrogation demeure comme un souffle récurrent. Que se passera-t-il si ce pari échoue et si le pays, après avoir rompu avec l'ordre ancien, ne trouve pas de stabilité nouvelle à opposer au chaos? Dans les rues de Ouagadougou, les réactions se superposent comme des couches de réalité contradictoires. Au cœur de la capitale, une partie de la jeunesse, galvanisée par un sentiment de renaissance nationale, brandit des drapeaux, entonne des slogans et érige Ibrahim Traoré en figure quasi mythique. Pour eux, son nom, repris dans chaque tendance Ibrahim Traoré Burkina Faso, symbolise la rupture tant attendue avec un système qui avait, selon eux, condamné le pays à l'échec. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, parfois issues de fragments de Ibrahim Traoré Interview, sont partagées comme des manifestes politiques. On y célèbre la dignité retrouvée, la souveraineté assumée, l'idée que le Burkina Faso ne se pliera plus aux injonctions extérieures. Mais dès qu'on s'éloigne de cette euphorie populaire, les voix deviennent plus nuancées, parfois plus inquiètes. Certains chefs religieux appellent au calme, rappelant que toute révolution comporte des risques. Des organisations de défense des droits humains s'alarment de la militarisation accélérée de la société et des signalements de violations dans les zones de conflit. Des opposants politiques, pour leur part, dénoncent un espace civique qui se referme progressivement. À l'étranger, la fracture est profonde. Les chancelleries occidentales condamnent le recentrage idéologique et géopolitique du régime, tandis qu'une partie du monde musulman, ainsi que plusieurs mouvements panafricanistes, voient dans ces Burkina Faso News le signe d'une Afrique qui refuse désormais d'être marginalisée. Le motif récurrent revient ici, celui de cet homme en béret, isolé au cœur de l'histoire, porteur simultanément d'un immense espoir et d'une inquiétude tout aussi immense quant au prix à payer. À l'échelle globale, ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Voir un pays de moins de 22 à 23 milliards de dollars de PIB
dont près de 75% des exportations reposent sur l'or, rompre avec ses partenaires traditionnels, quitter une organisation régionale majeure et redéfinir ses alliances militaires envoie un signal puissant à tout le Sud global. Pour certains États fragiles, constamment soumis aux conditionnalités, l'exemple Ibrahim Traoré Burkina Faso devient un laboratoire. Peut-on s'arracher aux structures de dépendance sans s'effondrer? Pour les grandes puissances, chaque nouvelle Burkina Faso News rappelle que les anciennes méthodes de contrôle perdent de leur efficacité. La vraie question, désormais, est la suivante. S'agit-il du début d'un nouvel ordre politique africain ou d'un sursaut isolé, voué à se briser sur la dureté des réalités économiques et sécuritaires? Au bout de ce récit, l'image revient une dernière fois. Celle d'un homme en béret, debout dans la poussière du Sahel, silhouette minuscule mais déterminée face à un monde bien plus vaste que lui. Ce motif, répété tout au long de l'histoire, n'est pas seulement celui d'Ibrahim Traoré, c'est celui de chaque peuple qui refuse d'abandonner son droit à l'existence. Si ce voyage t'a touché, prends un instant pour partager ce que tu ressens, pour que cette réflexion ne s'efface pas dans le silence. Si tu penses que cette histoire mérite d'être portée plus loin, partage-la à quelqu'un qui s'interroge sur l'avenir du monde. Et si tu veux continuer à suivre ces trajectoires où la politique rencontre le destin des peuples, abonne-toi pour que lorsque la prochaine secousse traverse l'histoire, tu sois parmi les premiers à l'entendre.